Dans le contexte actuel de tensions géopolitiques, Jean Charest occupe deux fonctions stratégiques qui lui donnent une vision à 360 degrés. Il siège au conseil du Premier ministre Mark Carney sur les relations canado-américaines. Il est à la tête du Conseil d'affaires Canada-Asie Sud-Est, une région qui identifie comme le prochain moteur de la croissance mondiale. Donc c'est un acteur central qui passe de l'action à la stratégie et de la stratégie à l'action également. Alors que nous faisons face à un retour de protectionnisme, notamment américain, M. Charest a une position très claire. La complaisance n'est plus une option. Il affirme sans détour, et je le cite, « On va remercier les tensions commerciales de nous avoir ouvert les yeux. On était complaisant, on doit maintenant construire une économie plus forte, plus résiliente. » Pour lui, la diversification n'est pas une simple réaction défensive, mais plutôt une offensive nécessaire. Jean Charest nous apporte une feuille de route stratégique. D'abord l'Europe, avec un potentiel de 450 millions d'habitants, qui est un secteur commercial sous-exploité par le Canada. L'Asie du Sud-Est, un potentiel extraordinaire pour les années à venir. Et bien sûr, le secteur de la défense. Tout le monde est au fait, est au courant. Et donc, il nous envoie, il nous pose la question, et je le cite encore une fois, « Est-ce que mon produit peut être utile au secteur de la défense ?» Parce qu'il va y avoir de l'argent et de l'investissement. Ça, j'ai repris ça, monsieur Charest, donc je fais une petite recherche en passant. C'est avant-midi, parce que je l'ai appris aujourd'hui, comme quoi j'allais vous présenter. Alors, avocat d'affaires chevronné, il sait que la diversification passe par le concret. Il milite activement pour des investissements massifs dans les infrastructures maritimes et portuaires, afin que le Canada puisse effectivement acheminer ses ressources vers ces nouveaux marchés. Alors, sans plus tarder, je vous invite à accueillir M. Charest, et c'est un plaisir que je vous présente aujourd'hui. Vous êtes très généreux. Merci, Kamal. Merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez bien? Bon. Alors, je vais dire merci beaucoup, Kamal. Vous êtes très généreux. Dans vos propos, j'aurais pu vous écouter, moi, toute l'après-midi, vous parler de... Alors, Madame les mairesses, Messieurs les maires, Mesdames et Messieurs, j'ai accepté avec empressement l'invitation que m'a fait ma collègue de chez Terrien Couture Jolicoeur, Micheline Dessureau. Alors, Micheline et moi, on est des vieux amis, on se connaît depuis quelques années. On a même fait des missions économiques ensemble. Et je sais qu'elle est très attachée avec Ariel en particulier, à tout votre groupe, et à Laurentide International. Alors, c'est avec empressement que j'ai accepté son invitation pour venir partager des réflexions sur tous ces enjeux de commerce, de l'économie, puis vous parler un petit peu de géopolitique aujourd'hui aussi, parce que on ne peut pas l'éviter, hein? Et d'ailleurs, Donald Trump, vous y avez parlé. La première fois que j'ai parlé de ça, c'était pour dire on va remercier Donald Trump dans 20 ans d'ici. C'est peut-être pas comme ça qu'on le sent ou on le ressent aujourd'hui, là, mais il aura effectivement forcé nous, les Canadiens, à se poser des questions et à revoir nos façons de faire. Et oui, à construire une économie qui va être très différente, plus résiliente, mais plus forte et avec un peu de chance, beaucoup plus prospère également. Alors, c'est un contexte géopolitique qui est exceptionnel. Et depuis qu'il est élu, j'ai donné plusieurs conférences, puis il est très généreux, M. Trump, il donne à tous les jours. Il y a toujours quelque chose de nouveau. Il m'est arrivé de donner des discours puis de parler de ses politiques et quelqu'un lève la main dans la salle pour me dire, il vient de tweeter à nouveau quelque chose, puis on repart sur un autre tour de roue, sur une autre question. Et je veux commencer par revenir en arrière sur ce qui se passe parce que pour faire des affaires, être efficace, être
sur l'offensive, avoir l'initiative. C'est important que vous ayez et que nous puissions au Canada avoir une bonne lecture de ce qui se passe. Et le Canada, c'est un pays, on est béni, c'est un pays exceptionnel, on est une puissance moyenne, on vit à côté des États-Unis et géographiquement, on vit dans un quartier politique qui est un bon quartier. Mais on vit à côté des États-Unis, on est à la fois béni, mais en même temps, il y a son lot de problèmes. On est un pays d'exportation. On a souvent l'impression que le Canada, c'est un pays de ressources naturelles et vu de l'extérieur, c'est ce que les gens voient souvent. Ils pensent qu'on est uniquement ou à peu près un pays de ressources naturelles. Il est vrai que nous en avons beaucoup, c'est une chance. De l'énergie, le secteur chez Crête, ils vous le diront, le secteur du bois d'œuvre, c'est également l'agroalimentaire, mais c'est également les minéraux stratégiques. C'est tout ça, et l'énergie en particulier, pétrole, gaz, hydroélectricité. Mais c'est surtout le Canada, une économie de savoir, ce qu'on appelle en anglais un knowledge-based economy. C'est le secteur de l'aéronautique, c'est le secteur de la robotique, Julie. C'est l'intelligence artificielle où le Canada est un des pays qui se positionne le mieux. Et si on va un peu plus loin, c'est également un pays du quantum. Et j'étais à l'Université de Sherbrooke la semaine dernière où ils ont un institut de recherche là depuis une 40aine d'années. Et ce que nous faisons actuellement au Canada et au Québec, c'est très, très prometteur. Alors, nous avons un pays qui, sur le plan de la population, n'a pas une population très forte. À plus de 40 millions d'habitants, c'est respectable, mais ce n'est pas l'économie américaine à plus de 300 millions. On n'a pas la force du nombre. Ce n'est pas non plus l'économie, évidemment, de l'Inde ou de la Chine dans un autre contexte, ou même de l'Indonésie avec 240 millions d'habitants, ou l'Europe à 450 millions d'habitants. Et ça veut dire quoi, ça, en termes réels? Ça veut dire que nous, au Canada, nous sommes très dépendants sur les marchés extérieurs pour gagner notre pain et notre beurre. De tous les temps, là, on est parmi les 5 pays au monde, toujours parmi les 5, qui dépendent le plus sur les exportations, les importations pour notre PIB. Si vous combinez les deux, c'est à peu près 60 de notre économie. C'est beaucoup. Et on réussit bien en passant. Notre niveau de vie est très élevé, malgré tous les défis que nous avons, là, avec un peu de recul, parce que nous exportons. Et puis on exporte où? Bien, forcément aux États-Unis, qui est à côté de chez nous. Première puissance économique au monde. Puis c'est facile d'aller aux États-Unis. On parle la langue anglaise. On connaît leur système juridique. Nous connaissons la culture d'affaires est similaire à la nôtre aussi. Alors, tout ça, évidemment, crée un environnement où c'est facile pour nous d'aller vers les États-Unis. La contrepartie, c'est que nous sommes très dépendants du marché américain. Trop dépendants du marché américain. Et dans l'histoire politique du Canada, ça a été un fil commun, ça. Ça remonte au tout début de la création de la Confédération. Le Canada, c'est un pays qui a été créé avec 4 provinces au point de départ pour créer un marché commun en passant. C'était ça l'idée centrale en 1867, au moment où le Québec, l'Ontario, Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse se mettent ensemble, c'est pour créer un marché commun. Un marché commun qui fait contrepoids à notre Américain, à notre voisin américain, qui à plusieurs reprises a tenté de nous envahir, qui nous a même envahis à quelques reprises. Et on les a toujours repoussés parce qu'on a fait le choix d'une société différente de celle qu'on voyait au Sud. Il y a de ça déjà en 1867 et bien avant. Alors le Canada, dans sa création, dans son ADN, c'est un pays qui vit de commerce et qui va toujours vivre de commerce. Ça, c'est notre réalité à nous. Mais encore une fois, la réalité, vous la connaissez, on est béni, on vit à côté des Américains, mais en même temps, on a le désavantage de vivre à côté des Américains. Puis quand les Américains, la posture américaine change, on est les premiers à en subir les effets. Parlons un peu de ce qui nous arrive, là, ce qui est quand même phénoménal. C'est le gouvernement américain qui remet en question tout ce qui a été construit après la Deuxième Guerre mondiale, ce qu'on appelle l'ordre économique mondial, le International Rules-Based Order, qu'ils appellent en anglais, les institutions qui ont été créées après la Deuxième Guerre mondiale, où on a quand même, au Canada, on a perdu 45 000 soldats. On en a perdu 60 000 dans la Première Guerre mondiale. Et là, à ce moment-là, on se dit, on ne va pas répéter le même scénario. On crée les Nations unies,
On crée le GATT, qui est le premier grand forum international pour encourager le commerce, qui devient l'OMC un peu plus tard, en 1995. Et là, on crée des institutions dans le but de permettre à chaque pays de s'épanouir. Et là, il est arrivé quelque chose d'exceptionnel dans l'histoire de l'humanité. Là, je pèse mes mots, là. Quand je dis l'histoire de l'humanité, là, je le sens, c'est vrai. Entre 1984-85 et 2008, la croissance du commerce dans le monde a été plus forte que la croissance du PIB mondial. Le produit intérieur brut mondial, autour de 3 %. La croissance du commerce, en moyenne, par année, environ 7 %. Et l'écart entre les deux, ça a été une période de création de richesses exceptionnelles dans l'histoire de l'humanité. Il y a des centaines de millions de personnes qui sont sorties de la pauvreté, en particulier en Chine, en Inde, en Afrique. Il y a des maladies qui ont été éradiquées. Il y a un contexte là, jamais que l'humanité avait compris de prospérité qui a permis à des pays en voie de développement de s'approprier le commerce. Au tout début, ils avaient environ 17 % du commerce mondial. 2007-2008, au moment où arrive la grande récession, les pays en voie de développement ont plus de 40 % de part du commerce mondial. Et tout ça est en lien direct avec la réduction de pauvreté. Nous, c'est ce qu'on a toujours compris au Canada. Parce que les lois de l'économie, c'est de faire en sorte que celui qui peut produire à plus faible coût a un avantage comparatif, il l'utilise et ça permet d'avoir une économie plus forte et plus prospère. C'était notre logique. Arrive la grande récession de 2008-2009 et un vrai choc à l'économie mondiale. Mais je veux juste vous rappeler une chose. En 2008-2009, les Américains ont vécu ça de manière très dure. Puis nous, au Canada, on pense bien connaître les Américains, puis c'est vrai que nous sommes ceux qui les connaissent le mieux. D'ailleurs, quand j'étais en politique, s'il y avait des Européens qui venaient chez nous, des politiciens européens, ils nous posaient toujours beaucoup de questions sur les Américains pour mieux les connaître, pour savoir comment ils allaient réagir à certains événements. Mais on ne connaît pas aussi bien les Américains que nous le croyons. 2008-2009, ça a été une leçon de ça. Aux États-Unis, dans cette période-là, vous savez, je me rappelle un chiffre, il y a 12 millions d'Américains qui avaient une hypothèque qui valait plus que la valeur de leur maison, ce qu'on appelait « underwater ». Ils ont perdu, des millions d'Américains ont perdu leur job, ils ont perdu leur maison. Il y en a plusieurs qui ont été obligés de retirer leurs enfants des collèges, des universités, parce qu'ils n'avaient plus le moyen de payer leurs études. Puis ils ont perdu quelque chose d'intangible, leur dignité, leur sentiment d'appartenir. Et ça, au Canada, on ne l'a pas bien compris. On ne l'a pas bien compris. D'ailleurs, c'est tellement vrai. Au Canada, nous, nos banques n'ont pas fait faillite en 2008-2009. On n'a pas connu la crise parce que les subprimes, les hypothèques subprimes, on n'a pas ça au Canada. Parce qu'on a toujours été plus méfiants du risque que les Américains l'ont été. Et en passant, on s'en est mieux sorti que les Américains. Moi, je me rappelle, j'allais à Davos à chaque année comme premier ministre du Québec. Mark Carney venait d'être nommé gouverneur de la Banque du Canada. C'était une rockstar à Davos, Carney. Le Canada, c'est une de nos forces en passant, c'est les finances, le milieu des finances au Canada. Les banques, les fonds de pension. Vous savez que la politique extérieure, l'identité canadienne dans le monde, aujourd'hui, là, si vous allez en Inde, en France, vous allez n'importe où, est liée intimement à nos fonds de pension, qui ont une réputation formidable. Caisse de dépôt, PSP, Homers, Teachers, CPPIB. Les fonds de pension canadiens, lorsque vous les mettez ensemble, sont les plus importants investisseurs en infrastructure au monde. Au monde. Moi, quand je suis chez Terrien Couture Jolicoeur, on visite des cabinets d'avocats en France. Je vous garantis, on l'a déjà timé pour le plaisir de le faire, maximum 5 minutes avant qu'on ait une question sur ce que fait la Caisse de dépôt. Maximum. C'est ça qui les intéresse. Je vous raconte ça parce qu'en 2008-2009, je reviens, nous autres, on s'en sort assez bien. D'ailleurs, au Québec, on a eu une meilleure performance économique que l'Ontario, le reste du Canada et les États-Unis grâce au gouvernement de Jean Charest.
Mais non, vous êtes des ingrats. Je le sais. Mais on a eu une mère parce que nos banques étaient mieux capitalisées, mieux réglementées. Je vous raconte ça pour revenir sur le fait qu'on n'a pas bien saisi l'impact de la crise ailleurs dans le monde. Et là, ça a été les montées de populisme, des montées de nationalisme exacerbé et d'autoritarisme un peu partout sur la planète. Pas juste aux États-Unis. On parlait des Philippines, Frédéric et moi, il y a une minute, où Génacol a fait des affaires. Ça a été la montée de Duterte, Bolsonaro au Brésil, Brexit en 2016 en Grande-Bretagne, qui a été un référendum que David Cameron regrette amèrement aujourd'hui. Tu sais, c'était à la mode, là, des enjeux de référendum. Il a rappelé une vieille règle des référendums. Vous en déclenchez, vous ne saurez pas ce qui va arriver. Bonne chance. Alors, aujourd'hui, il y a un coût pour ça. Et ça a été la montée des populismes et l'élection de Donald Trump en 2014, 2016. Et Trump, c'est intéressant son élection parce que personne ne le prend au sérieux au début. Mais il fait quoi, Trump, dans le fond? Tu sais, avec le regard, là, avec le temps, il est celui qui dit aux Américains, puis à ceux en particulier qui ont beaucoup souffert, « Je vous vois. Je sais qui vous êtes. Moi, je sais que vous existez. » Eux ne le savent pas. Et je vais, moi, être votre moi. Et c'est ce qui explique. Il a ou fait ça par instinct ou par dessein, mais ces Américains-là lui ont exprimé un appui. Je veux même aller plus loin que ça parce qu'on vit encore avec ça aujourd'hui. Il y a beaucoup de ces personnes-là, puis ça existe au Canada en passant, où il y a plusieurs élus qui sont autour de la table, je suis sûr que vous en croisez. Il y a des gens qui ont le sentiment que c'est pas que le système ne fonctionne pas pour eux. Ils ont le sentiment que le système est contre eux. Contre eux. Et leur réflexe est le suivant. Blow it up. Démolis. Et quand on leur dit, oui, mais demain, là, on fait quoi? Je m'en fous. C'est un sentiment qui les habite et qui explique des mouvements politiques qu'on n'attendait pas et qui sont là. M. Trump, parlons de son programme politique. Il se fait élire d'abord dans son premier mandat, il se révèle. Et le pouvoir vous révèle toujours. On apprend à sa première visite à l'étranger, il va en Arabie Saoudite en 2017. 2 de ses conseillers écrivent un papier dans le Wall Street Journal à son retour, publié, je me rappelle la date, le 1er juin 2017. C'est un nommé Khan, un conseiller plutôt centriste, puis un nommé McMaster, son conseiller à la sécurité. Mais il y a un paragraphe dans le papier qui est fascinant. Ils disent à peu près ceci, puis je paraphrase, « The president did his first foreign trip abroad and he came back with a clear-eyed view that there is no global community. » Déjà un choc pour tout le monde. Il n'y a pas de communauté globale. Ça n'existe pas. Rather, ils disent, « The world is an arena. » Et là, le mot « arène » pèse. Là. Dans l'arène, mesdames et messieurs, il y a le vainqueur, puis il y a le vaincu. Il n'y a pas de multilatéralisme dans l'arène. Il n'y a pas de consensus dans l'arène. Tu gagnes ou tu perds. Puis en 2017, pensez-y, là, il y a presque 10 ans de ça, c'est ce que Donald Trump croit et dit. Il continue en disant « We bring to this arena unmatched cultural, political, power, military strength. » Ils emploient le mot « strength » dans le texte. Dans le fond, ils parlent de pouvoir. Et ils finissent en disant « And rather than deny this elemental rule of nature, we embrace it. » C'est très puissant comme texte. Ça, c'est Trump 1.0, 2017. Réélu, maintenant en 2024, c'est 2.0. C'est Trump qui est libéré de tous les attaches, les servitudes qu'il sentait des gens qui étaient autour de lui. Alors, il nous présente un plan économique qui touche très directement le Canada plus que n'importe quel autre pays. 3 choses ressortent. Il veut réduire les taxes, les impôts, réduire la taille de l'État, puis il veut imposer des tarifs. Pas uniquement ça, mais en particulier. Sur les taxes et les impôts, je vais vous rappeler une règle.
le Canada ne peut pas avoir un écart trop grand avec les États-Unis sur les taxes et les impôts. La dure réalité, c'est ça. À défaut, on va perdre des entreprises qui vont déménager aux États-Unis. Ça, ce n'est pas une question de choix, ce n'est pas optionnel, là. Si vous êtes un élu puis vous avez à gérer les finances publiques, là, c'est ça la dure réalité. Et le gouvernement Carney, dans le dernier budget, a posé certains gestes pour s'assurer que l'écart n'était pas trop grand, tout en sachant que l'écart va déjà être là parce que nous faisons des choix de société qui sont très différentes de celles des Américains. Mais il ne peut pas être trop grand. Réduire la taille de l'État, bien ça, c'est un sujet indémodable. Indémodable, mais je peux vous dire d'expérience, pour l'avoir vécu, moi, dans différents temps. Moi, j'ai fait 14 ans au fédéral, 14 ans à Québec. J'en ai vu des gouvernements s'attaquer au budget, puis des récessions passées. Réduire la taille de l'État, il faut que ce soit fait intelligemment. À défaut de quoi, le bottom line, là, c'est que vous allez causer plus de dommages que vous allez faire de bien. La preuve de ça, l'exemple que je peux vous donner, c'est le secteur de la santé. Vous savez que les difficultés qu'on a vécues dans le système de la santé, ça a commencé dans les années 90, quand le gouvernement fédéral coupe les transferts en argent aux provinces de 40 d'un seul coup pour équilibrer le budget. Puis à l'époque, on trouvait que c'était une bonne idée parce qu'on avait des problèmes de... Et le gouvernement provincial, c'est Lucien qui était là à ce moment-là, il fait le déficit zéro, puis il met à pied, pensez-y, là, dans ces années-là, 1200 médecins, il les paye pour arrêter de pratiquer. Ils ont payé 5000 infirmières pour arrêter de pratiquer. Je ne le blâme pas. À l'époque, là, il fait du mieux avec ce qu'ils ont comme information, mais ce n'était pas une bonne idée. Alors, quand on réduit la taille de l'État, il faut que ce soit fait intelligemment. Troisième, c'est les tarifs. Là, c'est notre sujet à nous. Les tarifs, quand il en parle pendant la campagne électorale, il dit par Trump, il dit ceci. Moi, je vais faire 10 à 20 de tarifs partout dans le monde. Partout. Mais il ne dit pas qu'il va utiliser des tarifs sur tous les sujets comme levier. Bolsonaro est mis en prison au Brésil, 50 de tarifs sur le Brésil. L'Inde achète du pétrole russe, 50 de tarifs sur l'Inde. Le Canada, apparemment, exporte du fentanyl, 25 de tarifs sur le... Alors que, oui, d'abord, le fentanyl, c'est un sujet horrible. C'est horrible pour ceux qui connaissent les conséquences de l'abus, mais c'est 0,2 du fentanyl qui entre aux États-Unis vers le Canada. Il y a une question de proportion quand même. Mais non. Et là, les marchés découvrent que, wow! Et les marchés le suivent jusqu'au 2 avril, son fameux Liberation Day, où là, il impose des tarifs à la planète. Et là, les marchés disent, oh, c'était pas ça le deal, là. Et là, les bons d'emprunt du gouvernement américain montent, il est obligé de reculer. Mais en même temps, ce jour-là arrive quelque chose de très important pour nous. Le Canada et le Mexique sont exemptés des tarifs. Pourquoi? Parce qu'il y a un accord de libre-échange entre les deux pays. Qu'est-ce qu'il y a de différent entre le Canada, les États-Unis et le reste du monde? Par exemple, il fait des ententes avec l'Europe, le Japon, la Corée du Sud. Nos économies, à nous, sont tellement intégrées. Les chaînes d'approvisionnement sont tellement intégrées que défaire les chaînes d'approvisionnement, ça coûterait des milliards de dollars, pour ne pas dire des centaines de milliards de dollars, et ça prendrait des dizaines d'années. Alors, du côté américain, ce que nous décodons de manière assez constante, c'est qu'ils ne veulent pas défaire l'accord de libre-échange. Ils veulent négocier. Puis, il va y avoir beaucoup d'effets de toge, puis de coups d'éclat, parce que c'est comme ça que M. Trump opère, puis des déclarations intempestives, inflammatoires. Mais le bottom line, c'est que notre intérêt fondamental pour eux et pour nous, c'est de maintenir l'entente. Dans le cas du Canada, je vais aller sur un sujet très important, c'est que, à la base, notre intérêt le plus fondamental pour nous, c'est de garder l'accès au marché américain. Pourquoi? Parce qu'à défaut, on va perdre des entreprises qui vont aller s'installer là-bas et on ne réussira pas à attirer des investissements étrangers si on ne garde pas un accès au marché américain. Ça, c'est, pour nous, c'est ça qui est fondamental. Et si vous êtes un élu, vous devez garder ça à l'esprit. Quand vous êtes dans une négociation, c'est une bonne idée de savoir ce que vous voulez. Sinon, vous allez animer la réunion. Et celui qui sait exactement ce qu'il veut a toujours un avantage autour de la table. Toujours. Croyez-moi, je l'ai vécu. Alors, c'est ça, quoi.
Et en passant, si on se projette dans l'avenir, peu importe qu'on ait une économie tarifée ou pas tarifée avec les Américains, ils seront toujours notre principal partenaire économique. Si bien régler ça tout de suite, là, ça ne changera pas. Ils le seront toujours. Peu importe le modèle. L'autre chose dont il faut se rappeler, c'est ceci. Il ne faut pas confondre le peuple américain avec leurs élus. Surtout si vous êtes en affaires. Si Julie, vous faites affaire avec un fournisseur aux États-Unis, prenez-le pas pour Trump, là. Ce ne serait pas lui faire justice à elle ou à lui. Et les Américains, c'est un peuple formidable. On a de la chance de vivre à côté de ces gens-là. C'est des alliés, c'est des amis, c'est des gens que nous connaissons. Alors, trompons-nous pas, là. D'ailleurs, pour les leaders politiques, ça, c'est un défi parce qu'il ne faut pas donner l'impression dans nos communications, quand on parle aux Américains, qu'on est hostile aux Américains. Nous ne le sommes pas. Alors, c'est ça notre perspective sur ce qui s'en vient. Alors, Carney se fait élire dans une élection fédérale qui est comme un référendum. Puis, dans le fond, son mandat, c'est quoi? D'abord, c'est toi qui dois gérer la relation avec M. Trump. Mais en plus, tu dois repenser l'économie canadienne. Exactement ce que vous disiez il y a quelques minutes. Et au Canada, on a été complaisant. On n'a pas été capable de construire des pipelines. On n'a pas été capable de faire des grands projets parce que c'était trop compliqué, il n'y avait pas de volonté politique. Mais là, on ne peut plus se payer le luxe de diversifier, de ne pas diversifier notre économie. Quand est arrivée la guerre en Ukraine, ils auraient bien voulu, les Européens, acheter du pétrole et du gaz du Canada. Impossible de le faire, on n'a pas la capacité de leur en envoyer. Au contraire, on vend notre pétrole et notre gaz aux Américains à rabais depuis 30 ans. On leur donne à rabais. Et vous voyez ce qu'on a en retour aujourd'hui, là? Non seulement les entreprises ont perdu de l'argent, les gouvernements ont perdu des milliards parce que c'est le seul marché à qui on pouvait en vendre. Mais ce n'est pas uniquement pétrole et gaz, on comprend parfaitement les enjeux climatiques. Tous les pays, il y a plusieurs pays qui ont ce défi-là. La Norvège, c'est toujours l'exemple qu'on cite, mais avec raison. Grand fournisseur de pétrole et gaz, mais un pays qui, sur les questions du climat, est très à l'avant-garde. Il est possible de marcher puis de mâcher de la gomme en même temps. Mais c'est vrai aussi dans tous les autres domaines. Agroalimentaire, robotique, partout dans tous les domaines, c'est maintenant le moment où le Canada doit changer de vitesse. Alors, Mark Carney, son mandat, c'est de repenser l'économie canadienne. Or, pour le faire, il y a une condition. Il ne peut pas le faire sans la complicité des provinces. Parce que nous vivons dans une des fédérations la plus décentralisées au monde. C'est les provinces qui sont responsables des ressources naturelles. Et à Ottawa, il n'y avait plus de réunions fédérales provinciales. Ils n'en faisaient plus depuis les accords du lac Meach parce que ce n'était pas populaire. Comme si on pouvait se dispenser de la responsabilité de gouverner, parce qu'à Ottawa, le thinking, c'était, bien, si tu réunis les provinces, ils vont te demander de l'argent puis ils vont se plaindre. C'est comme le partenaire dans un couple qui dit, moi, ça fait 10 ans que je ne me suis pas chicané avec mon partenaire à la maison, je suis juste pas à la maison, c'est tout. Je me présente pas. Je ne l'ai pas vu depuis 10 ans, qu'on ne s'est pas chicané, tu sais. Pas mal mieux que vous autres, hein? Toi, tu t'es chicané 4-5 fois avec dans la dernière année. Moi, pas une fois. Je suis juste pas là. Alors, c'est pas de mes affaires, là, mais... En tout cas, Patrick, si tu as besoin d'aide, chez Terrien Couture Jolicoeur, on a du monde qui font de... Alors, c'est l'autre défi de monsieur. D'ailleurs, il y a eu plus de réunions fédérales provinciales depuis la dernière année qu'il y en a eu dans les 20 dernières années. Et l'autre défi qu'il a, c'est de redonner une posture au Canada sur le plan international. Alors, on est là-dedans. Son fameux discours de Davos, c'est quoi? C'est un appel aux pays qui sont de taille moyenne de travailler ensemble. Mais la base de ces ententes-là, contrairement à ce qu'on a vécu depuis la Deuxième Guerre mondiale, ne sera pas uniquement sur les valeurs, mais davantage des ententes fondées sur des intérêts. Puis il y a une grande différence entre les deux. Ça ne veut pas dire que nos valeurs disparaissent, sont moins importantes. Mais ce qu'il y a de plus urgent, c'est de créer des ententes fondées sur des intérêts mutuels. Et c'est vers ça que nous cheminons et que M. Carney veut créer. Alors, le plus rapidement possible, il voyage beaucoup, mais honnêtement, il faut aller le plus vite possible. Entre-temps, nous entrons maintenant cette année dans la négociation pour le renouvellement de la ECE.
Et les Américains vont s'exprimer là-dessus. Ils ont déjà parlé de la gestion de l'offre. Gestion de l'offre, mesdames et messieurs, ils ne veulent pas remettre en question la gestion de l'offre. Ce qu'ils veulent remettre en question, c'est l'application de l'entente qu'on avait. Parce qu'ils n'ont pas réussi à remplir leur quota. Parfait. On pourra en reparler. Mais c'est intéressant de voir les autres plaintes qu'ils ont. Parce qu'ils doivent faire, eux, une étude avant d'enclencher des négociations. La loi américaine l'exige. L'autre, c'est l'alcool sur les tablettes des magasins d'alcool au Canada. Alors, moi, je ne vois pas ça négativement. Ça veut dire que la décision qu'on a prise a eu un effet sur eux. Et pourquoi on n'a pas commencé les négociations? Parce que dans la méthodologie Trump, tu dois d'abord faire des concessions, puis après ça, on s'assoit. Bien, on n'est pas là. Et ils nous ont parlé de l'alcool. On leur a dit, nous autres, c'est pas de notre faute, c'est les provinces qui sont en charge de ça. Tu sais, j'aimerais ça t'aider, mais je voyais les chiffres sur les déplacements aujourd'hui. Ils ne sont pas contents non plus de la baisse des fréquentations des Canadiens aux États-Unis, qui a baissé dramatiquement. C'est un impact très important de plusieurs milliards de dollars. Et sur certaines géographies en particulier, pensez à Las Vegas ou à Hong Kong. Mais ça, à un moment donné, on a beau leur dire, si le président américain parle de 51e État, ce qu'eux ne semblent pas réaliser, ils disent, vous plaignez rien. Mais tu sais, quand quelqu'un te dit ça, c'est comme s'il te disait, tu n'existes pas, Bernard. Non, non. Vous existez. Comment les Canadiens le ressentent? C'est comme si tu disais, vous n'existez pas. Est-ce qu'on peut les blâmer de réagir comme ça? Revenons par contre à notre intérêt fondamental. C'est quoi notre intérêt? C'est de préserver l'entente. L'autre partie, là, c'est vous. Là, on tombe sur leur Laurentide international. C'est de se diversifier pour aller sur d'autres marchés. Mais ça exige un effort. Un effort plus important que celui d'aller aux États-Unis. Et à chaque fois, je dis la même chose, je sais que je me répète, je dis toujours aux auditoires qui s'intéressent à ces enjeux-là la chose suivante. Je peux vous garantir une chose sur l'exportation. Il y a une chose que je peux vous garantir. Allez pas dans les marchés, puis vous n'en ferez pas d'affaires. Ça, on vous le garantit. Mais si vous y allez, vous avez des chances de faire des affaires. Mais placez-vous dans le trafic. Si vous n'êtes pas dans le trafic, vous ne le verrez pas passer. C'est simple comme ça. Au pire, vous allez apprendre. Vous allez apprendre sur votre entreprise, sur vos compétiteurs, et détrompez-vous, là. Si vous pensez que la Chine n'est pas en compétition avec vous, ils sont en compétition avec vous, même si jamais vous mettez les pieds en Chine, là, ils sont dans votre marché aujourd'hui, là. Même chose pour d'autres pays. Alors, allez vers ces pays-là. Et d'ailleurs, si vous participez à des délégations commerciales, Micheline et moi, on en a conduit une aux Émirats arabes unis au début de janvier. Je suis coprésident du Canada Emirates Business Council, où on a eu un très grand succès. Ça nous peine terriblement de voir ce qui se passe dans le Golfe. Mais on a 3 entreprises sur 12 qui ont fait des affaires pendant la... Mais la meilleure chose qui arrive dans une délégation, c'est que vous allez faire affaire avec les autres membres de la délégation. J'en ai conduit plusieurs, c'est toujours ça, la règle. Alors, revenons en conclusion. Le premier ministre du Canada, quand il se fait élire pour revenir à sa mission, c'est 2 choses. Tous les premiers ministres ont le même défi. L'unité canadienne, garder le pays uni. Puis la deuxième, c'est gérer notre relation avec les États-Unis. C'est toujours c'est ça. En sachant ceci, les États-Unis, ce n'est pas un pays ordinaire, c'est une superpuissance. Et les superpuissances, ça se comporte comme une superpuissance. 2000 ans d'histoire nous apprennent ça. Alors, un gros défi. Mais le défi, la conclusion, c'est qu'il faut être plus intelligent. Il faut être plus stratégique. Il faut être plus agile. Il faut être plus flexible que notre voisin américain. Et les Canadiens en sont bien capables. Si vous avez ce talent-là, parce que si vous ne l'aviez pas, vous ne seriez pas dans la salle aujourd'hui. Alors, utilisez ce talent-là pour faire grossir vos entreprises, faire prospérer le Québec et garder la mairesse de Blainville heureuse. C'est tout ce qu'elle demande d'elle. Alors, elle puis Xavier, tous les deux ensemble, préfet, ils ne demandent pas mieux que vous fassiez prospérer votre région. Merci beaucoup. Oui, merci.
Un gros merci, M. Charest, pour cette conférence très inspirante. Nous allons maintenant passer à la période de questions. Alors, si jamais vous avez des questions, Félix. Monsieur le Premier ministre, c'est un honneur. Félix Dionne avec Choc-Forme Aéronautique. Je regardais les investissements de l'Europe par rapport aux militaires cette année. C'est à la hauteur d'à peu près 330 milliards de dollars. On anticipe que dans les prochaines années, ça va monter à 400 milliards de dollars. Je ne sais pas si je suis le seul, mais on dirait que je vois un match made in heaven avec le Canada qui a les ressources. On a une overcapacité à produire avec nos usines en Ontario qui faisaient beaucoup d'automobiles. J'ai l'impression que l'Europe et le Canada auraient un bénéfice à travailler ensemble, à accélérer justement les investissements dans le militaire. Ma question pour vous, ça serait, est-ce que vous pensez que les Canadiens ont peur de fabriquer des obus? Est-ce que vous croyez que les Canadiens ont trop de red tape qui empêcherait une intégration des deux économies? N'importe quelle idée m'intéresserait. Félix, merci beaucoup. Vous êtes Diane, votre nom de famille, vous? Oui, c'est bien ça. Venez-vous du bas du fleuve? Non, je viens de Rosemère, juste à côté, mais ma grande amie qui a presque été ma mère adoptive, vous connaissez de l'Université de Sherbrooke, Daniel Roy. Ah oui! Oui, on était de la même promotion en droit. C'est bien ça. Bien, moi, j'ai tellement aimé les Dionne, Félix, que je n'ai marié une. Mais je pose la question parce que les Dionne, ça vient... Quand vous êtes premier ministre du Québec, vous rencontrez Julie Poulin, vous dites « Êtes-vous Beauceronne? » Tu rencontres Dionne, il est du bas du fleuve, tu finis par savoir « Hey, Blackburn, ça vient du Saguenay. » Enfin. Alors, vous posez une question qui est tellement pertinente. D'abord, le Canada, Trump n'a pas toujours tort. Quand il se plaignait du fait qu'on ne fait pas notre contribution à l'OTAN et à la défense, il a totalement raison. Totalement raison. Le Canada a été irresponsable. On a été délinquants, je ne vais pas mâcher mes mots, pour notre propre défense, parce qu'inconsciemment, on présumait que s'il arrive quelque chose, les Américains vont nous défendre. Mais un pays qui se respecte, un pays qui est souverain, occupe son territoire puis le défend. Puis nous, on a l'espace dans l'Arctique là, qui est immense, qui regorge de ressources, puis avec les changements climatiques qui s'ouvrent en même temps. Alors, Carney a pris une décision qui est extrêmement importante. D'abord, arriver à 2 %. L'objectif moyen terme, 3,5 de notre PIB investi en défense et 5 à terme d'ici 2035. Les montants sont faramineux. Faramineux. À un point, je vais vous dire à quel point ça l'est. Dans 10 ans d'ici, là, le gouvernement fédéral canadien va être un gouvernement d'abord militaire. Le gros du budget du gouvernement fédéral, ce ne sera pas les transferts en santé ou en péréquation, ça va être la défense nationale. Ça va être à ce point important comme changement. Ils ont annoncé tellement d'argent, Félix, qu'ils ne réussiront pas à dépenser tout ce qu'ils ont annoncé. Honnêtement, là, ils ne réussiront pas parce qu'on n'est pas équipé. Et dans ce qu'on appelle les appels d'offres, les marchés publics, en anglais, les procurements pour les militaires, le Canada est absolument médiocre. Sur tous les gouvernements, sans exception en passant. Un vrai désastre. Et là, il faut tout réapprendre ça puis le maîtriser. Ce que je peux partager avec vous aujourd'hui, peu importe le secteur dans lequel vous vous trouvez, vous allez peut-être étonner, vous devriez vous poser la question suivante. Est-ce que ça a une application dans le secteur de la défense? Si la réponse est oui, allez creuser ça, là. Là, je vais vous donner des exemples en temps réel. BRP fait des motoneiges, puis il fait des motomarines, puis il fait des 4x4. BRP, à Valcourt, ils ont un secteur de défense. Ils ont un secteur parce que, pensez-y un peu, aller dans le nord, ça va prendre des véhicules. BRP, on va aller plus loin que ça, c'est un bon exemple que j'aime beaucoup parce que c'est ma région. Ils viennent d'ouvrir une usine au Vietnam. Voilà. C'est ça, aller vers les nouveaux marchés. Et les connaissants, ils vont bien réussir. Alors, ce que vous identifiez, là, c'est extrêmement important. L'aéronautique, très bon exemple également. Très bon exemple. C'est JTEC qui est ici, qui était du secteur de l'aéronautique que j'ai vu un peu plus tôt aujourd'hui. Je vais vous raconter une anecdote. Moi, j'étais à Davos en 2010. Je suis dans une salle, il y a 50 personnes. Celui qui prend la parole s'appelle John Rice, VP de General Electric mondial au moment où c'était encore un des plus grands conglomérats au monde, avec des secteurs énergie, toutes sortes de secteurs, incluant l'aéronautique. Il ne sait pas, moi, que je suis dans la salle. Il raconte aux gens dans la salle que l'usine la plus performante de General Electric
au monde est à Bromont, dans le secteur de l'aéronautique. Au monde. Au Québec, là, nous avons ce talent-là. On l'a. Je vous parlais de l'Institut quantique à Sherbrooke, là. Ils me faisaient leur présentation, ils me disaient comment ils étaient gros au Québec, au Canada. Je les écoutais parce que je connais un peu le domaine. De loin, je ne suis pas technicien du tout, mais ils sont parmi les meilleurs au monde. Ils ne sont pas juste ça. Alors, je reviens à votre question. Félix, vous êtes dans le secteur de l'aéronautique. Allez creuser ça, là. La même chose pour les élus, là. Vous devriez poser la question à vos milieux d'affaires. As-tu regardé le milieu de la défense? As-tu regardé si tu as des occasions? Parce qu'il va y avoir des... Ça va être le secteur, la locomotive de croissance économique pour le Canada pour les 20 prochaines années. Oui. Oui. Bonjour tout le monde. Bonjour Monsieur Charret. Tout d'abord, je vous remercie pour votre intervention très pertinente. Lors de votre discours, je vous ai entendu, vous avez mis l'accent sur nos voisins du Sud, les États-Unis. C'est un partenaire économique très important. En dépit de tout ce qui se passe, des tarifs, de l'humeur de M. Trump, on doit continuer à faire affaire avec eux. Puis, pensez-vous que nous sommes dans une période de transition actuellement, puis que le Canada va réussir à diversifier les marchés, puis à aller chercher d'autres marchés internationaux? Parce qu'on a vu plus tôt aujourd'hui, on dépend beaucoup des États-Unis. On est à peu près à 70% des exportations qui vont vers les États-Unis. Est-ce que vous pensez que la tendance va rester la même? Comment vous voyez l'économie du Canada à moyen et à long terme, dans 5 à 10 ans, dans un horizon de 10 ans environ? Est-ce que vous pensez que ça va rester la même chose ou pensez-vous qu'on doit continuer de dépendre de l'humeur de M. Trump ou de son successeur, si c'est quelqu'un comme lui? Merci. Bien, nous sommes, pour répondre directement à votre question, nous sommes dans une période de rupture. D'ailleurs, Carney l'exprime bien. Il y a un monde qui est en train de disparaître, un nouveau monde qui émerge, et on ne reviendra pas en arrière, même si Trump quitte le gouvernement. Trump a fait des petits, là. Hein? Il a fait des petits. Alors, l'avenir pour nous, c'est quoi? Carney fixe comme objectif au Canada de doubler nos exportations hors États-Unis d'ici les 10 prochaines années. Alors là, il se tourne vers l'Europe. Félix, vous en parliez. Et je vais revenir à la défense Europe. Il y a un programme qui s'appelle, l'acronyme, c'est SAFE en Europe, sur le plan militaire, pour partager les marchés publics. Alors, le Canada s'inscrit là-dedans. Et le Canada a fait une politique où on veut que 75 % de ce que nous achetons soit fait au Canada, alors que c'est 75 % aujourd'hui de ce que nous achetons qui vient des États-Unis. En passant, même chose pour l'Europe. L'Europe, 75 % d'équipements militaires, les obus, tout ça, vient des États-Unis. Ils veulent renverser ces chiffres-là à leur avantage, puis ils sont prêts à le faire avec des partenaires comme le Canada. Alors, gros défi. Le problème, en passant, pour la culture militaire au Canada, c'est qu'elle est directement liée à celle des États-Unis. Et ça, c'est très difficile de changer ça. Les généraux sont convaincus qu'on doit absolument acheter de l'équipement américain. Essayer de les convaincre du contraire, bonne chance. Mais ça va être fait parce qu'il faut. On a des CAE qui est ici, là. Et toutes les entreprises, vous êtes dans le domaine. Alors, je reviens à ce que vous disiez. Alors, ce secteur-là va être différent. Mais il y a des sujets sur lesquels le Canada doit plancher si on veut se démarquer. Un exemple, moi, que j'aime beaucoup, c'est l'immigration, où nos élus sont dans le déni. Alors, on blâme tous les problèmes que nous avons sur l'immigration, et l'immigration contribue à mettre des pressions sur le logement, sur la santé. Je veux bien. Et d'ailleurs, c'est parce que les gouvernements ont perdu la main. Et le gouvernement fédéral puis le gouvernement du Québec ont perdu le contrôle de l'immigration temporaire, des étudiants, puis que c'est arrivé. Mais si on voulait vraiment se démarquer des États-Unis, on se ferait une politique d'immigration qui est à l'avant-garde, où on va chercher les meilleurs talents au monde. Mais il y a une condition de réussite pour que des politiques d'immigration fonctionnent. Il faut que le mot « immigration » rime avec le mot « intégration ». Intégration, c'est quoi? C'est apprendre une langue, c'est une job, c'est être intégré dans une nouvelle communauté. Notre population vieillit, on fait moins d'enfants.
Les gouvernements ont tenté d'intervenir pour convaincre les jeunes d'avoir plus d'enfants. Avouons que le succès est plutôt mitigé. Il y a une limite à ce qu'on peut faire. Alors, nous avons besoin, mais quand est-ce que les gouvernements vont se mettre les yeux devant un trou puis ils vont dire, bien, comment on fait pour faire un système qui marche bien et à notre avantage? On a un mur qui s'en vient devant nous, là. Alors, arrêtons de le nier, là, puis de faire du court terme là-dessus et cherchons de façon... Je ne dis pas que c'est facile de faire, puis ce serait un avantage pour le Canada parce que jusqu'à tout récemment, le Canada était le pays au monde où l'opinion publique était favorable à l'immigration. Nous étions l'exception à la règle. Là, ça a changé parce qu'on a perdu le contrôle. Si on faisait ça, et je vais vous donner un exemple dont moi je suis très fier. Mon gouvernement a négocié avec le gouvernement Sarkozy en France une entente sur la mobilité de la main-d'œuvre, la reconnaissance des qualifications. Médecin en France, médecin au Québec, avocat au Québec, avocat en France, ça couvre 81 métiers pour rendre ça le plus simple possible. C'est de ça dont est fait l'avenir. C'est ça l'avenir pour nous. Je n'ai pas parlé d'ailleurs d'un secteur d'avenir, les métaux stratégiques, l'agroalimentaire, on les a tous, les aides. Alors, c'est de ces choses-là. Alors, si on comprend bien ces enjeux-là, sur les métaux stratégiques, par exemple, nous avons des terres rares, mais nous sommes à l'époque, au moment de notre histoire, où on devrait non seulement les extraire, mais les transformer. On ne le faisait pas dans le passé pour une raison fort simple. On n'a pas le marché intérieur, puis on n'est pas près des marchés. Vous savez, dans l'est de l'île de Montréal, là, quand je suis élu en 1984, il y a à peu près 8 raffineries. 8! Il en reste une. Il y en a une à Québec. Pourquoi? Trop petit, trop loin des marchés. Bien là, notre logique a changé, là. Le logiciel a changé parce que Donald Trump a changé le logiciel pour nous. Et nos choix, on doit être plus chauvins, davantage axés sur l'autonomie et faire des choix différents qui auront un prix, mais qui vont, à moyen terme, être plus prospères. Moi, je vois ça comme les conditions de réussite, incluant l'accès à des marchés et à ce que vous ayez dans un nouveau marché. Mais tout ça ne se fait pas automatiquement. Ça va dépendre du leadership politique. Puis si vous êtes des milieux d'affaires, de grâce, poussez vos élus à aller vers ça, là. Tu sais, des réponses simplistes sur des enjeux de fond, là, ça ne marche pas, là. Il faut qu'on fasse beaucoup mieux qu'on faisait dans le passé. Merci beaucoup. Bonjour, M. le Premier ministre. Alors, ma question, elle est pour les marchés, puisque le monde est très vaste. Est-ce que vous privilégiez les marchés où est-ce qu'il y a déjà un accord de libre-échange établi ou vous avez le même enthousiasme pour entrer dans des marchés où est-ce que nous n'avons toujours pas un accord? Et est-ce que vous avez peut-être l'oreille ou des sons de cloche s'il y a des nouveaux accords qui s'en viennent ou est-ce qu'il y a des marchés qu'on ne conserve pas en ce moment qu'on devrait peut-être regarder de plus près? Merci beaucoup. Merci, Barbara. Barbara et son collègue Elio viennent de partir une nouvelle entreprise, là, qui sont consultants dans ce domaine-là, puis c'est une personne, c'est une amie de longue date. Frédéric et moi, on avait une conversation sur les marchés qui me vient à l'esprit en écoutant votre question, qui parlait d'opportunités. Alors, Frédéric, tu me racontais que toi, tu es allé sur certains marchés. La vie est comme ça. Alors, qu'il y ait des ententes ou qu'il n'y en ait pas, dans le fond, c'est l'opportunité. Mais il y aura des opportunités si vous y allez. Si vous n'y allez pas, il n'y en aura pas d'opportunité. C'est simple comme ça, là. C'est pas de la grande science, là. Mais à un moment donné, il faut aider le destin. Alors, l'opportunité le déterminera. Si vous êtes dans un marché où il y a un accord de libre-échange, c'est mieux parce qu'il y a plus d'encadrement. Par exemple, l'entente Canada-Europe. Donner un exemple précis, ça, c'était mon projet. Entre en vigueur le 1er janvier 2017. Tous les tarifs entre les deux géographies, Canada et l'Europe, disparaissent du jour au lendemain. Il y avait 25 de tarifs sur le homard canadien qui rentrait en Europe. Bien, quelques années plus tard, si vous alliez dans un restaurant parisien, vous allez voir du homard canadien au menu. Et là, les Américains mangent une raclée parce que leur homard à eux est tarifé. C'est ça une entente de libre-échange. C'est ça une entente de ce que ça fait. Ça donne un accès. Même chose pour tous les autres. Disparaissent du jour au lendemain. Ça, c'est un avantage. À venir, donc, les Émirats arabes unis puis le Canada se sont engagés à négocier un accord de libre-échange d'ici 1 an. Et quand le premier ministre Carney a fait sa visite au mois de novembre, j'étais avec lui, les Émiratis, à ce moment-là, promettent d'investir 50 milliards de dollars US au Canada. 50 milliards. On ne l'attendait pas. Et croyez-moi, ils ont l'argent. Quand ils disent ça, ce n'est pas de la fiction, là. Ils l'ont.
Il y a un accord de libre-échange qui doit être négocié avec l'Inde. Si un pays à surveiller pour l'avenir, c'est l'Inde, 1,4 milliard d'habitants, population jeune, contrairement à la Chine. La Chine, c'est une population vieillissante. Il y a une expression en anglais qui dit « China will get old before it gets rich ». L'Inde a moins d'infrastructures. C'est plus compliqué, mais le potentiel de croissance, il est là. Autre pays, il y a l'Europe, évidemment, on en parlait, avec qui on a déjà un accord de libre-échange, mais encore faut-il l'activer. Alors, il faut aller vers... L'Europe, c'est le plus gros marché au monde et le plus riche, 450 millions d'habitants. Celui qui est en forte croissance, c'est l'Asie. Vietnam, ASEAN, on a un accord de libre-échange avec l'Indonésie. ASEAN, c'est Vietnam, Cambodge. Un autre exemple, au Cambodge, qui est présent? Principale banque au Cambodge, la Banque nationale. Si vous allez au Cambodge, vous allez être surpris de voir des machines bancaires. C'est une des principales, si pas la principale banque au Cambodge. Mais vous, comme petite entreprise, montez sur les épaules de ces entreprises-là quand vous y allez. Amenez-la. Vous avez, dans le fond, attaché votre wagon à quelqu'un de plus gros pour vous amener dans ces marchés-là. Ça, c'est une façon d'entrer dans les nouveaux marchés et avec les caisses, les fonds de pension également. J'arrête là. Merci beaucoup. Vous avez été très patient. Merci. Un gros merci, M. Charest. Vraiment intéressant, pertinent, inspirant. Alors, c'est avec la conférence de M. Charest que se termine le sommet ici présent. Donc, merci à tous pour votre participation. Il y a quelques élus qui doivent quitter pour une rencontre, mais nous, on continue parce que là, c'est la 25e édition du Gala Mercador. Alors, place à la fête!